celui sans artifice, décidera du film héroïque, sans maléfice. Oh, pardon, monsieur. À première vue, cette phrase n'avait aucun sens. Or, ce qui importait, c'est que cette lettre m'était destinée. Il était certain que j'avais un rôle à jouer. Il était temps que je me penche sur cette affaire. Quelqu'un était en danger à cause d'un film, et j'étais le seul à pouvoir régler ce problème. En étudiant la VHS, j'ai découvert que la victime avait dans ses mains un DVD, celui de Black Adam, avec Dwayne Johnson. Les super-héros sont devenus dès les années 2010 un genre du cinéma ultra populaire. Des films soit très bons, soit complètement à côté de la plaque, qui cherchent à s'inscrire dans un univers au lieu de faire de bons films. Mais en me penchant plus sur cette histoire, j'ai cru comprendre un message. Seul celui sans artifice, héros sans malice. Il me faut un héros que n'importe qui peut incarner, pour prendre par surprise celui qui me menace, une figure que mes ennemis craindront. Red Guy n'était pas le bon avatar à utiliser dans cette mission. Il m'encombrerait bien trop pour retrouver la victime. Si seulement il y avait un héros parfait dans cette situation. Il faut que je devienne la justice, le gardien des films de super-héros. Je dois être... Enchanté, Batman. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de te savoir partant. Tu verras, je t'ai préparé une aventure que tu n'es pas prêt d'oublier. Mais avant tout, la politesse, Batman. D'où viens-tu? Alors oui, je vais vous faire l'affront de vous présenter Batman. Apparu la première fois en mai 39, notre justicier chauve-souris est créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger. Batman, c'est devenu l'une des icônes les plus reconnaissables et populaires dans le monde entier. Regardez, ça c'est Batman, et ça aussi c'est Batman. C'est après la mort de ses parents, assassinés sous ses yeux, que le jeune Bruce Wayne devient le justicier qui fera trembler les criminels de Gotham. Ce qui fait sa particularité, c'est surtout son manque de super pouvoirs. Batman est le plus grand détective au monde. Milliardaire, philanthrope, il combat grâce à des gadgets toujours à la pointe de la technologie et n'a qu'une seule règle, ne pas tuer ses adversaires. Batman au cinéma, c'est d'abord des sériels. La première en date, c'est 1943, interprétée par Lois Wilson. Non mais please, regardez-moi ce charisme. C'est avec ça que t'inspires la peur? Il est ridicule. Et les méchants, c'est des japonais bien clichés, faut absolument voir des images de cette première série, ça transpire la vieillesse et le ridicule. C'est la même en 49 avec Batman et Robin, avec notre justicier cette fois-ci joué par Robert Lowery. Batman est entré dans la pop culture et dans le quotidien de chacun.
Il deviendra dans les années 60 un héros populaire, rivalisant avec les génies tels que Sherlock Holmes, ou encore symbole de force, de pouvoir et d'homosexualité, en témoigne le film aujourd'hui disparu d'Andy Warhol, Batman Dracula. Mais bon, l'adaptation qu'on retiendra le plus, c'est bien celle d'Adam West, qui imposera notre justicier dans les télévisions du public avec une série de 3 saisons et un film qui restera gravé dans l'histoire du chevalier, bleu là du coup. Batman, c'est aussi le feuilleton bien marrant que tu regardais en 66, avec une VF merveilleuse ou bien de nos jours une mine d'or pour des mèmes. Mon Dieu, je crois que je me suis chié dessus. Bon, c'est sûr, on est très loin du chevalier noir d'aujourd'hui. Tu vas me dire où il est? Merde. Non, alors, je m'étais promis de pas faire d'effets spéciaux dans ce film, tu vas pas commencer à me rajouter du travail. T'as fini de voler mon travail? Retourne mater tes films. Et puis non, sérieux. T'as vu ton costume? Respecte-toi, Batakio. Ninier, prends-toi au sérieux, moi mon costume au moins il est charmé. En effet, les super-héros au cinéma à cette époque, c'était pas du tout ça. Mais c'est bien grâce au Superman de Richard Donner que les studios et particulièrement la Warner voient l'intérêt de produire des films de super-héros de manière crédible. Et après des années de pré-production, de casting foireux et de réécriture, ce projet d'adaptation du Chevalier Noir est délégué à un jeune réalisateur prometteur, Tim Burton. Alors dites-vous que pour incarner Batman, il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Malgré tout, en 89, sort en salle le film signant la naissance d'un nouveau Batman. Batman de Tim Burton, c'est encore aujourd'hui l'un des films du Chevalier Noir le plus populaire de son histoire. Un film qui continue à rallier tout le monde et considéré par beaucoup comme le meilleur film Batman. On y reviendra. Michael Keaton et son costume iconique sont devenus à la fin des années 80 THE look de la chauve-souris. Il est badass, trop cool, il casse des bouches, il a des gadgets trop stylés, une musique d'enfer, un thème iconique composé par Danny Elfman, des répliques cultes, des gadgets géniaux et la Batmobile, tout est là pour rendre Batman super classe. Burton donne à son film l'aura gothique qui caractérise le réalisateur. Le film, à la limite du burlesque, s'éloigne du réalisme sans pour autant perdre sa crédibilité et décrit un Gotham toujours plus sombre. Et puis surtout, comment ne pas parler de son méchant incroyable? Parce que si le Batman de Keaton est autant apprécié, c'est particulièrement grâce à l'interprétation de Oracle, je ne comprends pas. Il semble que ce fichier soit bloqué. Je n'arrive pas à en parler. C'est une bonne question. Mais là, il se fait tard. Tu devrais pas rentrer là maintenant, mon chéri? D'accord, je vais devoir faire sans pour le moment. Merci, maman. On revient donc sur l'origine de Batman, ses débuts en tant que justicier qui inspire la peur pour éradiquer la criminalité à Gotham. Un premier film qui a tellement bien marché que 3 ans plus tard, Batman réalise la suite intitulée Batman le défi. Et alors là, c'est un carton. Burton s'éclate totalement dans un univers sombre qui l'insuffle dans sa vision du Chevalier Noir et particulièrement dans ses méchants. On retrouve ici le Pingouin, interprété par Danny DeVito, enfant abandonné par ses parents qui cherche à conquérir Gotham et se venger de la discrimination qu'il a subie pour sa différence. Ou alors la Catwoman de Michelle Pfeiffer qui adopte complètement son jeu félin. Miaou. Les méchants de Burton sont à l'image de ses films. C'est dans ces personnages que l'on retrouve le thème du Frix, le monstre hideux et inhumain que l'on repousse et montre du doigt, bien qu'il soit un être fragile. Le cinéaste nous confronte à ces 3 personnages anthropomorphiques pour nous questionner sur notre propre humanité. Dans son univers d'ironie macabre, Burton va en revanche baser son histoire bien plus sur ses méchants que sur son héros. Alors, on a perdu quelque chose? C'est pas toi que je cherche. Alors profites-en pour arrêter tes conneries. Oh, monsieur a décidé de faire son justicier? De parler de classique? Tu veux te rendre intéressant, hein? Alors dis-moi quelque chose que tout le monde n'a pas déjà dit. Les Batman de Burton sont ultra ringards. Oh, comme c'est Attends, quoi? Bah ouais, je préfère poser ça direct, je n'ai jamais compris comment les gens pouvaient prendre ce Batman au sérieux. On dirait juste un énorme nanar. Et surtout ne me méprenez pas, vous savez que je suis un immense fan de nanar, donc sur le papier j'adore ce film. Mais je ne comprends pas comment on peut encore dire de ces films qui sont la meilleure adaptation du Chevalier Noir. Encore une fois, les méchants sont adaptés brillamment, et je suis fan de l'univers et de la manière dont Burton filme Gotham, ses détails, le design des costumes et de ses personnages. Mais avec mon regard actuel, Batman est complètement décrédibilisé. Ce film est terriblement kitsch, et quand je regarde le Batman de Burton, je suis juste mort de rire.
La manière dont Keaton bouge dans son costume, les bruitages utilisés, on se croirait clairement dans un comics et je peux pas reprocher ça. Sur 2 heures dans le premier film, Batman apparaît moins d'1 heure pour des combats qui me font juste taper des énormes barres, mais quelle frustration! Donc quand on l'enlève de son trône de film parfait et qu'on finit par accepter l'aspect loufoque, le film est d'un plaisir à dévorer. Alors malgré la qualité indiscutable des films de Burton, ce n'est malheureusement pas dans cela que je vais trouver mon Batman idéal. Je vois pas pourquoi tu t'obstines à faire ta justice. Tu sais très bien qu'un jour, plus personne ne voudra regarder tes films. Je suis à la recherche d'un criminel et il prépare un sale coup. Donne-moi juste les informations que t'as. Oh, t'es pas drôle. Les rumeurs courent sur un mec un peu bizarre, on dirait qu'il conspire contre toi. Après, j'en sais pas plus, j'ai jamais vu. Un nom, c'est tout ce que je te demande. Le dernier nom qui sort, c'est Gwynplaine. C'est tout pour moi, Catwoman. Tu peux disposer. Allez, Batman, viens avec moi. La nuit sera longue, on n'abandonne plus. Tu veux pas me rejoindre? T'as bien raison, la nuit sera longue. Et j'ai du travail. C'est fini pour toi, Batman. Ta vitesse faramineuse ne restera plus impunie. C'est terminé, Radarman. La course s'arrête ici pour toi. Après ces 2 succès, la Warner met des bâtons dans les roues de Tim Burton et l'oblige à réaliser une suite plus colorée, plus youpi rigolo pour plaire aux jeunes. Le bon Tim décide de laisser le projet à un autre réalisateur, Joel Schumacher. Vu ce bordel, le légendaire Keaton quitte le projet et laisse le costume au prochain acteur que les studios voulaient plus jeune sans aucune raison valable. Et il sera Val Kilmer. Le tournage est un enfer et les acteurs passent leur temps à se chamailler. Mais en 95, Batman Forever sort en salle. En revanche, pour Joel Schumacher qui récupère le bateau, ces 2 films seront encore aujourd'hui les plus raillés. Mais pour quelle raison? Ah, trop tard pour toi, justicier. Parce que oui, le plus gros défaut de Batman Forever, c'est sûrement sa plus grande qualité. Si je vous disais tout à l'heure que je trouvais les 2 premiers films ridicules, alors les 2 suivants sont le gâteau sur la cerise. Avec tout d'abord un Tommy Lee Jones complètement ahuri dans son rôle d'un double face sorti de la foire, et surtout et peut-être le plus important du film, l'homme mystère de Jim Carrey. Bah ouais, on est dans les années 90, donc un film avec Jim Carrey, c'est un film de Jim Carrey. Alors c'est sûr qu'il s'éclate et qu'on a droit à un personnage fluo tout droit sorti d'un comics, mais la transition est si folle. Face à 2 premiers films au ton sérieux dans un univers gothique, on est en face d'un film qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui cherche à proposer un divertissement accessible tout petit, pas trop violent et rigolo. C'est la première fois qu'un Robin fait son apparition dans un de ses films, et bon, Chris O'Donnell joue ici un Dick Grayson déjà bien trop mature et presque plus vieux que Bruce Wayne, qui casse complètement le lien père-fils entre les 2 personnages. Et alors si vous trouviez Forever kitsch, vous allez exploser devant sa suite. Batman et Robin sorti en 97. Je ne ferai même pas l'affront de relever le costume téton et la carte de crédit, considéré même par Wikipédia comme le plus mauvais film mettant en scène Batman. Et alors là tu veux du crédible, bonsoir à la Poison Ivy de Uma Thurman, mais surtout au freeze de Arnold Schwarzenegger, qui prend surtout les airs d'un méchant de pub. Bon écoutez, on commence à tourner en rond là. Parce que vous savez quoi, c'est bien mignon de répéter pour la énième fois que la première saga Batman est d'abord culte et ensuite nul à chier, mais moi, j'adore la dévorer. Parce que si les gens critiquent ces films comme étant des bouses ridicules fluo, ben je peux confirmer que ces films semblent aujourd'hui comme des gros nanars. Et vous savez quoi? Ben je dis banco. M'a dit Banco. Hein? Ben ouais, la saga des 4 films Batman, c'est ridicule, et pour les 2 derniers particulièrement, ce sont des nanars absolus. Mais ils remportent l'exploit de nous transporter dans un univers qui n'est finalement pas si éloigné de celui des comics. Non sérieux, vous nous faites croire qu'un milliardaire s'habille en chauve-souris pour combattre les Village People sous stéroïdes? Mais moi ça me dérange pas de croire en ces films qui ne se prennent pas au sérieux. On n'est pas si loin des Kapow de la série de 66, hein. Donc je dis oui à ces divertissements survoltés qui rappellent les histoires loufoques du justicier masqué. Alors oui, c'est une lecture de Batman qui ne le prend clairement pas au sérieux, mais pour passer un bon moment et rire un coup, ce sont des films idéaux. Alors, où est-il? Je sais pas de qui tu parles. Gwynplaine, tu travailles avec lui. Dis-moi où il est. Je sais pas où il est, il m'a juste contacté pour t'arrêter. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'étais assez ridicule pour pouvoir t'arrêter. Assez ridicule?
Bah oui, il m'a dit que tu te prenais trop au sérieux. Se prendre trop au sérieux? Je crois que j'ai compris maintenant. Mais du coup, je peux partir ou pas? Non. Mesdames, C'est super beau, c'est super incroyable. Monsieur Batokyo, vous savez, ce genre de pitrerie, ça ne marche pas dans les affaires. Bon écoutez, moi aussi ça me fait très plaisir de vous voir, mais je suis venu pour une chose. Montrez-les-moi. Vous comprenez bien que ces reliques ne sont pas données. Oh mais vous savez, pour moi, le prix n'est pas un problème. Parce qu'après le four qu'étaient Batman et Robin, il fallait relancer la licence. Plusieurs projets sont proposés, reprendre George Clooney ou encore une adaptation du comics Year One par Darren Aronofsky. Tous ces projets ne mènent à rien. La Warner tente le tout pour le tout et engage Christopher Nolan pour réadapter le Chevalier Noir. Or Nolan, il a pas du tout envie de faire du fluo. Lui, il veut réaliser un film beaucoup plus sérieux, sombre et réaliste. Dites-vous qu'avant le tournage, Nolan a organisé une projection de Blade Runner de Ridley Scott et a dit « c'est comme ça qu'on va faire notre Batman ». Une ambition donc très motivée et une pression importante pour relancer cet univers. Nouvel acteur, nouvelle polémique. Christian Bale se voit offrir le rôle du Chevalier Noir après plusieurs castings. Et en 2005, Batman Begins sort en salle. On a ici, et enfin, un premier film sur les origines de Batman. Comment Bruce Wayne devient le Chevalier Noir. Et vous savez quoi, si j'étais médisant sur ce film il y a bien longtemps, en le revoyant, je dois bien dire que c'est l'un de mes préférés. On est sur un divertissement très bon, bien violent et malin, qui fonctionne. On adapte des méchants qui ne sont pas juste gros ou vilains, mais bien plus intéressants, comme l'Épouvantail ou Ra's al Ghul, interprétés par Cillian Murphy et Liam Neeson. Nolan impose ici des codes qui seront inscrits dans la personnalité du personnage et réinvente la manière de filmer ce héros. Ça peut être la voix intimidante, les entretiens avec Jim Gordon ou l'utilisation de ses gadgets bien plus crédibles. Il n'est plus humain. Bruce Wayne est mort en tombant dans cette caverne. Depuis, Batman a pris le dessus, s'amuse avec une identité secrète, le milliardaire désabusé, pour cacher le monstre qu'il est devenu et sa soif de justice. Batman Begins est vraiment bon, un blockbuster qui a redonné l'espoir d'un Batman bien adapté au cinéma. Et si le ton ultra sérieux du film va se dégrader dans ses suites, il faut dire que dans un film sur la peur, on a enfin un Batman effrayant. Vous n'imaginez pas ce que quelqu'un comme lui est capable de faire. Mes cousins qui sont encore là avec mon frère. De qui vous parlez? Il est capable de tout. Il n'a aucune limite. Ne tombez pas dans son piège. Et alors que dire de sa suite? The Dark Knight, classé sans arrêt dans les meilleurs films de super-héros, l'un des chefs-d'œuvre de Christopher Nolan. En 2008, le film bat tous les records. Batman s'impose comme l'un, si ce n'est le super-héros le plus important de l'histoire. Et ouais, c'est le premier film de super-héros à récolter 8 nominations d'Oscar, devenant le plus gros succès de l'année 2008. Le premier film Batman où le mot Batman n'est jamais prononcé. Nolan s'inspire pour ce film de comics comme le fameux The Long Halloween ou Killing Joke, ou encore de classiques cinématographiques comme Heat. Il cherche à souligner des questions bien plus sérieuses dont le lien entre Batman et sa provocation du crime à Gotham. Ici, le cinéaste poursuit sa trilogie et propose dans ce deuxième volet l'adaptation de vilains extrêmement ambitieux comme Harvey Dent et sa descente aux enfers pour devenir double face. Et évidemment, l'un des rôles les plus importants de cette décennie, l'interprétation de Heath Ledger. Oracle, je ne comprends pas. Il semble que l'ordinateur m'empêche d'accéder à ces dossiers. Alors, Batman, il semble qu'il y ait un problème dans tes notes, non? Il reste pourtant plein de choses à dire sur cette trilogie. Vu que tu as décidé de te prendre au sérieux, montre-nous comment tu t'en tires toujours. Bon, on va devoir faire sans le second. The Dark Knight Rises, dernier volet de la trilogie du Dark Knight, sort en 2012 après une longue médiation et une attente folle. Les rumeurs pullulent après la mort de Heath Ledger, qui transforme ce troisième film. Robin Williams en Hugo Strange ou Leonardo DiCaprio en Omnister sont envisagés. C'est finalement Bane qui sera choisi, interprété par Tom Hardy. On trouvera aussi Anna Thaoué en Selina Kyle. Donc après le monument que fut The Dark Knight, il fallait conclure cette trilogie en surpassant son précédent. Et ouais, plus facile à dire qu'à faire. The Dark Knight Rises est la conclusion de cette trilogie aussi populaire. Il y livre implicitement un message social et politique fort et propose des scènes d'action spectaculaires. Dans la lignée de The Dark Knight et sa mise en scène largement félicitée, Rises essaye de jouer comme son grand frère, mais c'est maladroit. Ne sois pas aveugle, Batou. Les défauts dégueulent de l'écran. Le montage approximatif est surcuté, sans mentionner ces scènes d'action ridicules où les figurants ne savent même pas quoi faire. Et puis cette voix de guignol. C'est faux. C'est une tragédie réussie.
qui tente malgré tout de se faire une place. Tu es adorable. Qu'est-ce que tu es ridicule. Tu confonds tout dans ta désillusion. Vas-y, compte tenu de tout analyser, je t'attends. « 2016 marque l'arrivée encore d'un nouveau Batman, celui de Ben Affleck. Voulant se mouler à la mode de Marvel et son univers cinématographique coloré, DC vont eux produire des films plus sombres qui vont chercher à s'inscrire dans une même continuité, et ça commence avec le Batman v Superman de Zack Snyder. Snyder, c'est pas n'importe qui, les adaptations de comics, ça le connaît. Alors que la trilogie de Nolan était largement libre, Snyder se rapproche de comics phares de l'histoire du super-héros, Death of Superman, The Dark Knight Returns ou encore Watchmen. C'est d'ailleurs des comics que s'inspire largement Snyder pour créer son Batman, proche du Bruce Wayne violent de Frank Miller. Un Batman encore une fois, selon moi, vraiment réussi. Au costume impeccable, à la voix ténébreuse, aux nombreux gadgets et aux combats inspirés des jeux Arkham, le Batfleck est excellent. Or, le Batman v Superman est d'abord sorti dans une version coupée, décevante et descendue sur les réseaux pour sa médiocrité. Plus tard, le film sortira dans sa version longue et gagnera d'une cohérence bien plus claire et lui fera obtenir des avis beaucoup plus positifs sur cette œuvre complète. Zack Snyder nous montre encore une fois qu'il maîtrise le film de super-héros avec sa poésie comme son drame. Entre mythe tragique sur la question d'un demi-dieu dans sa version longue et film de super-héros mal monté et incohérent dans sa version courte, DC cherche à s'inscrire dans un univers populaire et à rapporter un max de pognon. À quel prix ? Allez, Batou, explique-nous, où en était-il au cinéma à cette époque? Parce que oui, le film Justice League fut entamé par Zack Snyder, qui, avec le décès de sa fille, s'est vu un peu exclu du projet. La réalisation revient par la suite à Joss Whedon, et comment vous dire que ça n'a pas, mais alors pas du tout la même gueule. C'est un film bâclé, à l'humeur potache qui ne croit même pas en ce qu'il fait. On comprend rien, c'est pas beau, bref, quel enfer. Il faudra attendre 2021 et des milliers de tweets réclamant une version finale de Snyder qui était envisagée pour qu'elle sorte. Et bon, dans ce montage de 4 heures, beaucoup plus stylisé, le film a déjà plus de gueule et prend un peu plus d'intérêt. Cette Snyder Cut est encore une fois obligée de corriger les défauts d'un premier film sorti 4 ans auparavant. Son montage est ici beaucoup plus intéressant, passant au format 4/3, assumant sa noirceur. Il propose une mise en scène bien plus léchée et un propos plus cohérent. C'est déjà ça. Mais il devient terrible de devoir se forcer à regarder une purge et devoir attendre que la bonne version sorte plus tard après des années d'harcèlement. Oh, donc c'est un énorme film de merde. Et ensuite, en 2017, c'est quoi le film qui en est sorti? Tu te trompes. Lego Batman est un film excellent. Bon pour toute la famille et qui porte de bonnes valeurs. Ah oui? Tu parles du film où on se fout de ta gueule comme un vilain garçon bien colère et dépassé? Dis-moi tout, Batman. Dis-moi tout. Oh, mon bateau. Je pensais pas que ça allait se finir aussi vite. Mais si tu veux, je prends le relais, d'accord? Alors, comment ça marche? Ok, d'accord, c'est mon tour de briller. Parce que Suicide Squad en 2016, c'était un chef-d'œuvre, hein? Belle grosse tâche de plus dans ta carrière, Batman. Maintenant, c'est les méchants qu'on va voir gagner. On met plein de musique super cool partout tout le temps. Et puis, ils sont méchants, ils sont trop cool. Ils font des blagues, ils sont trop foufous, c'est génial ça, non? Mais comment ça, pire film ever? Oh, arrêtez, c'était trop la mode Harley Quinn, on la voyait partout. Pour Halloween, c'était difficile de pas avoir des cheveux roses et bleus, hein? On allait voir ça avec les copains et c'était la bonne sortie cinéma du week-end à pas rater. On veut pas se prendre la tête avec un vieux en collant, on veut tout faire péter. Batman. Non mais sérieusement, Batman, regarde ce film. Tu te fais ridiculiser. T'as pas honte de... Tu ne comprends pas que j'ai gagné, Batman? Parce que même si Suicide Squad était une croûte de cinéma, rappelle-toi qui sont les héros de cet univers. C'est moi qui suis la star de cet univers. C'est moi la star,
Et ça l'a toujours été. C'est moi qui bloquais tous ces fichiers. Tu ne peux pas exister sans moi. Si tous ces films sont aussi cultes, regarde Suite 89, c'est bien parce que c'est le plus tragique. Et si tout le monde adule The Dark Knight, c'est bien parce que je suis le personnage le plus profond. Si bien qu'à chaque fois, Batman, je suis celui qui gagne l'Oscar. Tu changes d'acteur autant que tu veux. Tu verras que tu ne feras pas couler autant d'encre que moi pour incarner et écrire le meilleur des personnages, le Joker. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant, hein? Retourne te noyer sous ton leurre ridicule. Montre-toi! Je sais que t'es là! Tu ne peux pas te cacher! C'est terminé! J'ai gagné. Et tu n'auras pas ta satanée justice. Ce n'est pas la justice que je cherche. C'est la vengeance. Tu n'as encore rien compris. Tu pourras avoir autant de moments de gloire que tu veux, mais tant que je serai là, j'aurai le dernier mot. Après avoir été longuement teasé, The Batman réalisé par Matt Reeves sort en 2022. Une rare occasion de découvrir un film Batman unique avec une direction artistique qui emprunte à de très grands comme David Fincher. Avec un Robert Pattinson dans le rôle d'un Batman plus jeune, qui échoue et ne sait comment devenir un justicier, ce qui apporte un souffle impressionnant et nécessaire au Chevalier Noir. Le casting est ainsi au poil avec un Paul Dano en homme mystère largement inspiré du Zodiac ou de John Doe, ou bien un Colin Farrell méconnaissable en pingouin mafieux. L'esthétique est impeccable, la mise en scène est travaillée, la preuve, on ne cesse d'analyser la séquence du couloir, de la Batmobile ou de l'enquête en général, qui ne vole évidemment pas haut avec sa charade espagnole, mais propose un prétexte scénaristique suffisant pour mettre en scène ses personnages. 3 heures d'action et d'intrigue policière avec une mise en scène qui propose un film idéal. The Batman, c'est tout ce que je rêvais d'un film sur le Chevalier de Gotham parfait. À l'heure où cet épisode sortira, la production de sa suite aura bien avancé, et j'espère qu'ils prendront le temps qu'ils ont besoin pour pondre un second opus digne des ambitions de cette nouvelle image. Et pour une première, ce n'est pas son défaut, mais c'est remarquable. C'est impossible. Reste une comédie avec Lady Gaga. C'est derrière les barreaux que tu vas chanter. Alors oui, cette année marque aussi l'explosion du multivers où tout le monde veut croiser les univers de tout le monde, et c'est dans le catastrophique The Flash que Ben Affleck et surtout Michael Keaton reprennent leur rôle du Chevalier Noir. Même George Clooney a droit à son apparition. Mais bon, tout le monde aura son Batman préféré, son film coup de cœur qui lui donne des frissons rien qu'en entendant son thème principal. Encore tant d'œuvres qu'il me reste à analyser et combattre. Ça vient à peine de commencer et je me rends compte de la difficulté de la tâche. C'est un combat qui sera long, périlleux, et je ne sais même pas si je vais réussir à y arriver seul.